Roukia Mohamed Osman, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et auteur d'une note récente sur les jeux dangereux de la recomposition géopolitique dans cette région pour le think tank Thinking Africa. Alors Emmanuel Macron là, est en train d'achever une tournée de 4 jours dans la région qu'il a menée à Djibouti, en Éthiopie et maintenant au Kenya, dans une région en pleine reconfiguration avec 2 États des pays du Golfe, Abu Dhabi et Riyad, qui ont procédé à cette reconfiguration. Exactement. Je reviens sur la visite d'Emmanuel Macron à Djibouti. Il faut savoir que c'est en gros la deuxième visite d'un président français à Djibouti. La première visite, c'était sous François Mitterrand en 1987, qui lui est resté pendant 2 jours et c'était une grande visite officielle. Là, la visite d'Emmanuel Macron intervient dans un contexte, comme vous l'avez si bien dit, de reconfiguration géopolitique. Cette visite est une visite purement militaire. C'est un le chef des armées qui va à Djibouti pour rendre visite ses troupes. À ses troupes, 1450 hommes qui sont là en permanence. La plus grande base militaire française à l'étranger. À Djibouti. Et effectivement, cette reconfiguration, c'est une manière aussi de dire, un message envoyé à la Chine, de dire la France est là, la France est aux côtés de Djibouti, et la France n'est toujours pas partie de ce territoire, malgré, même s'il y a toutes les bases quasiment de grandes puissances militaires. Parce qu'avant, la France était toute seule dans cette région. Il y a les Américains qui se sont installés avec une grosse base militaire, il y a les Chinois, et prochainement l'Arabie Saoudite, c'est un peu ça. Exactement. La France était la seule grande puissance militaire à Djibouti. C'est depuis 1884 l'arrivée des Français à Djibouti. Jusque dans les années 2000, la France était la seule puissance. Depuis longtemps, Djibouti était considéré le bac à sable des forces militaires en Afrique. Et aujourd'hui, le regard sont plus tournés à Djibouti vu la situation géostratégique qu'offre ce petit pays. Et la France a laissé pour abandon ces territoires dont il y a très peu d'investissements et d'infrastructures qui se sont faites. Et la Chine a tout raflé depuis son arrivée. Cette visite confirme aussi la centralité de la mer Rouge. Exactement. Il faut savoir que plus de 40% du commerce maritime international transite sur cette voie maritime qui est située en face de Djibouti. Et depuis la chute du régime Ziad Barre en 1991, la Somalie s'est effondrée en plusieurs petits États, d'où la naissance de la piraterie maritime et puis le terrorisme. C'est pour ça que les Chinois ont notamment installé une base, parce qu'ils avaient beaucoup d'intérêts stratégiques à protéger notamment des navires qui patrouillaient dans la zone et dont ils ont fait l'objet de prises d'otages. Exactement, et Chinois, Américains, Japonais aussi. Et c'est pour ça que l'opération Atalante a été créée en 2008, européenne pour lutter contre la piraterie maritime. Un nouveau facteur dans la région, en début de discussion, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils ont été les puissances d'influence qui ont permis de permettre une avancée majeure dans la zone, c'est-à-dire la pacification, la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Exactement. Les pays du Golfe sont rentrés dans cette course effrénée dans la Corne de l'Afrique en raison de la guerre qu'ils mènent au Yémen. Oui. Avant, ils n'étaient pas du tout présents. Donc, mais ça leur sert de base arrière. Exactement, ça leur sert de base arrière. Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis ont une base militaire en Érythrée et en Somaliland. Et l'Arabie Saoudite est stationnée à Djibouti pour mener ses opérations au Yémen. Exactement. Et ce sont des bases logistiques pour les marines, pour notamment faire l'embargo sur ce pays, pour ne pas ravitailler les Houthis. Exactement. Les bases en Érythrée et en Somalie, c'est quand même des bases de logistique et des bases militaires, en fait. C'est là où décollent les forces de frappe des Émirats. Quelles sont les conséquences de cet accord de paix? Est-ce que pour la région, c'est porteur d'espoir? C'est très vite dire que c'est porteur d'espoir. En tout cas, pour le moment, il y a quand même une normalisation des relations qui se passent dans cette région. Il jouit d'une
paix, est-ce que cette paix est durable? Ce qu'on peut dire pour le moment, cette paix est un petit peu fragile, du moment qu'on sait que cette paix a été en quelque sorte négociée avec l'Éthiopie et l'Érythrée. Ce que je dis dans cette note, c'est que l'Éthiopie a monnayé cette paix en recevant plus de 3 milliards de dollars des Émirats arabes unis pour stabiliser son économie et pour stabiliser sa monnaie. La conséquence aussi, c'est que l'Érythrée, qui était présentée comme la Corée du Nord de la région, redevient fréquentable avec un pays avec un président qui a toujours des comportements en matière de droits de l'homme qui ne répondent pas aux critères internationaux, et pourtant les Occidentaux, notamment au nom de la lutte contre l'immigration, jouent ce pari de la paix avec l'Érythrée. Oui, je crois que l'Érythrée dans cette réconfiguration géopolitique, le conflit dans la péninsule arabique, en fait, il a eu un effet positif pour l'Érythrée. L'Érythrée est sortie de son isolement. Le président érythréen est passé de parias non fréquentables à un acteur incontournable dans la Corne de l'Afrique. Et ça est dû, comme j'ai dit, sur le fait qu'il ait eu, surtout qu'il ait attribué une base militaire à l'Érythrée. Ça lui est sorti, ça adoucit l'image de l'Érythrée et ça lui a fait rentrer dans cette réconfiguration géopolitique pour jouer un rôle hyper important. Et pour le Premier ministre éthiopien, ça change aussi la donne. Le Premier ministre éthiopien, c'est le Premier ministre réformateur, comme on le dit. Libéral. Libéral, c'est le dynamisme, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Et c'est ce que attendait l'Éthiopie dans ce moment difficile. Il faut savoir que l'Éthiopie a traversé pendant plus de 6 mois en état d'urgence et son Premier ministre, depuis la démission de l'ancien Premier ministre, c'était un vent de fraîcheur et d'espoir. Mais il faut savoir qu'Abiy Ahmed, il est un acteur incontournable dans la Corne de l'Afrique et c'est un réconciliateur. C'est un réconciliateur. Il faut savoir qu'entre la Somalie et la Somaliland, il a essayé un petit peu de recoller les morceaux. Mais il a commis quelques erreurs en invitant le président de la région séparatiste de la Somaliland, l'État autoproclamé de la Somaliland en Éthiopie, c'est qui a entraîné l'ire de la Somalie. Il a aussi résolu un petit peu le conflit conflit diplomatique qu'il y a entre le Kenya et la Somalie. Il faut savoir que ces derniers temps, on a découvert du pétrole en Somalie et le Kenya revendique dans ces zones-là une part du pétrole qui a été retrouvé. Donc, dans cette réconfiguration, il joue un rôle de réconciliateur, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'Éthiopie, oui, il y a une révolte sociale, même si elle avait eu tendance à s'estomper. Là, depuis 2 mois, ça repart. Notamment, c'était une révolte très forte en pays Oromo, et maintenant, c'est plus en région tigraine. Et Somalie, pareil, Somalie et Afar aussi. Donc, c'est-à-dire que l'Éthiopie est un petit peu traversée par cette instabilité sociopolitique grandissante. Et toutes les régions et tous les États sont confrontés. Donc, entre le réconciliateur de la Corne de l'Afrique et à l'intérieur du pays, le besoin de pacification intérieure plus qu'une pacification régionale. Djibouti a été laissé à l'écart de toute cette recomposition régionale. Exactement. Dans cette réconfiguration régionale, Djibouti n'a pas été invité du tout elle ne fait pas du tout part. C'est dû aux Émirats arabes unis qui sont pour le blocage de la réconciliation entre l'Érythrée et Djibouti. Et la question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi Abiy Ahmed, qui joue ce rôle de conciliateur surtout de conciliateur, n'est pas à l'origine de la réconciliation, ne pourrait pas
favoriser la paix entre l'Érythrée et Djibouti. Pourtant, il fait avec les autres pays voisins. Il y a un conflit économique derrière, celui du port de Doralé qui a été retiré au Dubaïot DP World. Oui, le premier conflit est économique, certes, mais il faut savoir aussi que ces conflits est aussi entraîné depuis que l'Éthiopie a signé, depuis que DP World a signé avec Berbera le port de Berbera. L'Éthiopie a pris ses parts dans ce port et a mis à l'écart Djibouti. Le monopole que Djibouti avait avec l'Éthiopie ne l'est pas. Donc non seulement ça écarte Djibouti, mais aussi sur le plan économique et portuaire. Djibouti se retrouve un petit peu à la marge de ce jeu de pouvoir. Et puis, dans sa relation avec l'Érythrée, qui est très compliquée, malgré les interventions de l'Arabie saoudite pour essayer de réconcilier les deux pays, ça ne marche toujours pas. Malgré la venue, il faut savoir qu'il y a quand même le ministre des Affaires étrangères érythréen qui est venu à Djibouti, et malgré un accord, malgré poignée de main historique entre Isaias Afwerki et le président Ismaël Omar Guelleh aux Émirats Arabes Unis, en présence du roi Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, en présence du roi Salman, la paix n'est toujours pas là. La paix n'est toujours pas là. Et la question qu'il faut soulever ici, c'est les Émirats Arabes Unis qui lui livrent une guerre judiciaire et pour quelque chose... Dernier acteur du Golfe qui était présent, c'était le Qatar, qui avait mis des observateurs militaires entre Djibouti et l'Érythrée, et qui a retiré ses hommes, simplement parce que Djibouti a pris des positions diplomatiques pro-saoudiennes dans la crise du Golfe. Exactement. Ça lui a coûté les départs des Qataris dans cette région qui est quand même qui est assez vif. Pour la Somalie, cet accord de paix est aussi un accord de paix entre la Somalie et l'Érythrée et entre la Somalie et l'Éthiopie. Pour la Somalie, il y a un président, Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a suscité beaucoup d'espoir. Est-ce que la perspective de paix régionale va favoriser les desseins de ce président ? Il faut savoir que la venue d'Abiy Ahmed en Somalie était très historique. C'était la première fois qu'un Premier ministre éthiopien arrivait en Somalie. L'élection d'Abdoulaye Mohamed Farmajo en Somalie a suscité un enthousiasme du côté des Somaliens, parce qu'il faut savoir que Farmajo est issu du clan d'Arod, le même que celui de l'ancien dictateur Ziad Barre. Donc cette élection est un message de la population somalienne pour dire en quelque sorte on a dépassé cette guéguerre entre tribus et clans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, il est tombé dans le même lignée que ceux de son oncle précédent. Et pour cela, le renvoi de l'émissaire des Nations Unies en Somalie, qui a pointé du doigt sur les atteintes, les violations des droits de l'homme. Exactement, des violations des droits de l'homme. Et en même temps, il a résigné à résidence, il a assigné à résidence beaucoup de parlementaires qui ont pu porter leur voix et faire leurs remarques. Donc l'accord qu'il y a eu entre l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie pour consolider leur relation n'a pas été soumis à l'Assemblée, aux parlementaires. Ce qui pose problème. Ce qui cause énormément un problème. Et il y a eu une motion de censure qui a été posée par 92 parlementaires somaliens. La Somalie traversait une impasse politique depuis fin décembre jusqu'à janvier. Bon, même si la motion de censure n'a pas été jusqu'au bout, il y avait peu de parlementaires qui ont posé. Ça vous montre qu'il y a une petite, ne serait-ce que démocratie, puisque quand on dépose une motion de censure, ce n'est pas assez donné. Donc, c'est-à-dire que les parlementaires ont leur rôle, un rôle à jouer, porter la voix et dire s'ils sont d'accord ou pas
Mais d'un autre côté, cette motion de censure qui a été posée, on se demande qui c'est qui est derrière cette motion de censure. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, ceux qui sont contre cette paix qu'il y a dans la Corne de l'Afrique et le fait que ces 3 pays sont en train de consolider les relations. Donc il y a plusieurs problèmes, plusieurs facteurs à soulever. Certains pays ont peut-être intérêt à souffler Exactement. le chaud et le froid. Et Ruqyya Mohamed Osman, tout ça montre encore une fois que le processus de pacification en cours est très précaire. Merci beaucoup. Merci à vous.